On ne connaît plus l'histoire, on a mal fait notre boulot. Le niveau en histoire a-t-il beaucoup baissé? Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce l'enseignement? C'est vrai, on est tous frappés de ça. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Pascal, bonjour à tous. On est à la fois frappé, effrayé, c'est-à-dire que hier, mais dans tous les domaines, hier n'existe pas. Oui, et ce qui me frappe, c'est comment faire un citoyen capable de voter, capable de choisir, de prendre des décisions, si on ne connaît pas notre histoire, notre passé, ce qui fait la tradition aussi de ce pays, ses racines, ses institutions, son évolution. Alors, on voit même les hommes politiques maintenant qui agitent des grands concepts qui sont finalement aux yeux du public vides de sens, parce que on n'apprend plus l'histoire. Alors, c'est vrai que c'est les Journées du patrimoine dans 2 jours. Et donc c'est vrai que quand les langues se taisent parce qu'on n'apprend plus l'histoire, les pierres par chance parlent encore et nous racontent notre histoire, mais ça ne suffit pas. Je vois par exemple l'intérêt que les jeunes ont pour les émissions, pour les livres d'histoire ou pour les émissions que je fais, Secret d'Histoire ou Laissez-vous guider avec Laurent Deutsch, parce qu'ils me disent on n'apprend plus à l'école. Oh, on aurait aimé vous avoir comme prof. Mais s'il y a un problème, il y a véritablement un problème, c'est qu'on n'apprend plus l'histoire comme on devrait l'apprendre. C'est un des paradoxes, et vous l'avez souligné, c'est vrai que les émissions, et les vôtres particulièrement, marchent très bien et rencontrent leur public parce que les gens sont souvent, en tout cas le plus souvent, passionnés par l'histoire de France. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous avez jeté un œil sur les programmes précisément d'un enfant de 6e, 5e, 4e? Combien d'heures par semaine a-t-il d'histoire? Et alors, qu'est-ce qui vous a frappé? Mais ce qui me frappe, c'est qu'on fait l'impasse sur des sujets. C'est par exemple l'Empire ou la Révolution, mais c'est pas possible, il faut faire la Révolution et l'Empire. On réduit Louis XIV à la journée du roi, c'est-à-dire, alors immédiatement, tout ce qui est anecdotique, et après on vient m'accuser moi de raconter une histoire potinière, superficielle, mais non mais de qui se moque-t-on? Et les profs d'histoire ont changé de paradigme, parce qu'autrefois, mes émissions étaient interdites évidemment par l'éducation nationale. Maintenant, les ministres me consultent en me disant très gentiment non, mais les profs nous disent que avant un cours, on leur dit regardez Secret d'Histoire parce qu'au moins ça vous donnera les bases. Parce que je vais vous dire le problème, c'est que depuis 1968, on a interdit la galerie des illustres, l'histoire à la fois de la chronologie et des grandes figures qui ont écrit notre histoire. On ne se soucie que de l'histoire de l'évolution des idées. C'est formidable. Mais un gamin de 13 ou 14 ans, il a besoin d'une vision de chair et de sang. Il a besoin de rêver. Il a besoin de voir des figures emblématiques qui ont souffert, qui ont bataillé, qui ont aimé, oui, on a besoin de figures familières qui nous ressemblent ou pas, ou en tout cas dans lesquelles on peut et c'est pour ça la folie pour Napoléon s'explique aussi. On a besoin de figures. Et évidemment, il y a toute une école de la pensée qui voudrait interdire toutes les figures qui sortent du lot. Non, on raconte l'histoire des idées, mais à 15 ans ou 14 ans, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est s'intéresser à l'histoire. C'est le roman national qui a été battu en brèche pour des raisons idéologiques, c'est en tout cas ce que vous dites. Et nous sommes, vous et moi, sans doute une des dernières générations où on a appris d'abord la chronologie et effectivement de Duguay-Clin à Jeanne d'Arc, en passant par Louis XIV, Napoléon, etc. Il n'y avait pas le même regard idéologique, me semble-t-il, dans les années 70, moi quand je suis passé juste après la réforme Abi, il n'y avait pas le regard idéologique qu'il y a aujourd'hui, ce qui fait que nous savons, à partir de la Renaissance, globalement on s'est placé tous les régimes de la France. Parfois, dans le Moyen-Âge, on était un peu perdu avec les rois parce que c'était une période compliquée. Mais disons qu'à partir du dernier des Valois jusqu'à aujourd'hui, tu vas manquer peut-être quelques présidents de la République, de la Troisième République, tu les connais pas par cœur, mais globalement, la frise, ce qu'on appelle la frise, tu es à l'aise. Et aujourd'hui, en revanche, des jeunes gens de 20 ans savent pas si Louis XV est avant Napoléon ou ne savent pas quel siècle. Tu dis simplement de quel siècle Napoléon. Parfois, tu as des surprises, Stéphane Bern. Il y a une autre chose qui me frappe, Pascal, c'est qu'autrefois, quand on ne savait pas, et moi j'étais le premier à dire « Non, pardon, expliquez-moi, je ne connais pas ». Maintenant, on me répond
Ah ben non, mais j'étais pas né. Oui, j'étais pas né, mais on l'entend tous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous. J'étais pas né sous Napoléon. Je sais que je suis vieux, Pascal, mais pas au point d'être né sous Napoléon. Et donc oui, j'étais pas né sous Napoléon, mais je sais les grandes lignes de son règne. Je sais ce qu'il a apporté au code civil, etc. Et donc je crois que ayons l'humilité de se dire, je ne sais pas. Je n'accuse personne. J'entends des députés, j'entends des qui ne savent pas que Léon Blum était député, qui ne savent pas qui était le maréchal Pétain. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, quand on veut faire ce métier d'être élu et de faire de la politique, je pense que la première chose, c'est d'apprendre l'histoire du pays sur lequel on veut imposer ses idées et avoir l'humilité de dire, écoutez, je vais apprendre parce que ça me choque, vous voyez, comment dire, de dire non, mais de toute façon tout ça n'intéresse personne, ça ne sert à rien. Mais le respect vis-à-vis des citoyens. Le respect vis-à-vis des citoyens. Et puis ce qui est agaçant souvent avec l'histoire, c'est de prendre des lunettes de 2024. Le dernier exemple, c'est Thomas Joly. Thomas Joly qui dit c'est la plus grande travestie de l'histoire, Jeanne d'Arc. Alors c'est à la fois vrai, c'est vrai qu'elle est travestie, mais la réduire à cela et faire venir Jeanne d'Arc jusqu'à nous à travers son travestissement, c'est aussi stupide que de dire Napoléon était un esclavagiste ou que Colbert est réduit au code noir. C'est-à-dire que on réduit tous ces personnages historiques avec nos lunettes de 2024 et ça doit vous agacer, bien sûr, Stéphane Bern. Oui, bien sûr que ça m'agace parce qu'on fait de l'anachronisme. C'est sûr que aujourd'hui, Jules Ferry est voué aux gémonies parce qu'il était colonialiste. Et qui pensait que la race, il y avait une hiérarchie des races. Évidemment, mais pour autant, je ne jette pas Jules Ferry et tout son travail et toute son œuvre avec les hussards noirs de la République. Vous voyez, au contraire. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que on n'arrive pas à regarder une statue, on veut la déboulonner au lieu de regarder sa part qui est au soleil et sa part qui est dans l'ombre. Or, nous avons tous notre part à la fois solaire et notre part d'ombre. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes faillis parce que nous sommes humains. Et peut-être qu'il faut arrêter d'avoir cette vision, j'allais dire, d'homme vertueux et un peu totalitaire. En ce moment, j'ai l'impression de vivre au temps de la terreur idéologique et de la bien-pensance. Alors, permettons-nous, qu'on nous permette en tout cas d'avoir parfois des avis discordants. Moi, si vous voulez, j'ai adoré la cérémonie d'ouverture, mais j'ai pas très envie de voir Marie-Antoinette la tête coupée et qui chante « ça ira, ça ira, ça ira », parce qu'il y a beaucoup de choses à célébrer dans la Révolution française, mais pas forcément la terreur et l'exécution de Marie-Antoinette. La corruption me dégoûte, la vertu me donne le frisson.